Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un esprit brillant et audacieux, qui a consacré sa vie à l'escroquerie et à l'arnaque dans le seul but de devenir riche. Partons au début du XXe siècle et suivons Victor Lustig. C'est parti. C'est en plein début de la Belle Époque que naît Victor Lustig, cette période de 1890 à 1914, qui se situe juste après la défaite de la guerre franco-prussienne et qui prend fin au début de la Première Guerre mondiale. C'est une période de paix, d'insouciance, de croissance économique et d'innovation scientifique, technique et culturelle. Entre la création de la Troisième République et d'un gouvernement stable, l'explosion des industries et des grandes grèves pour de meilleures conditions de travail, l'instruction généralisée et ouverte aux filles, l'affaire Dreyfus qui divisera la France et renforcera l'antisémitisme, et la croissance économique forte, cette période symbolise l'optimisme de tout un peuple. Les expositions universelles de Paris, en 1889 et 1900, sont un symbole de cette époque, avec la construction notamment du monument phare, la Tour Eiffel, entre autres innovations afin de montrer la maîtrise technique et métallurgique française aux yeux du monde. L'électricité est maîtrisée et se démocratise, favorisant l'invention de la radio et du cinéma. On perfectionne également la photographie et la maîtrise du métal par la métallurgie. Avec l'amélioration des moteurs à explosion, on voit l'apparition des premières automobiles, mais aussi l'invention du métro, la modernisation et l'expansion du chemin de fer, ainsi que de nombreuses avancées dans le domaine de l'aviation ou de la médecine, avec par exemple le vaccin contre la rage de Pasteur. Et avec l'optimisme croissant, c'est une période de loisirs qui explose. Théâtre, cabaret, café et brasserie parisiens, Jeux olympiques au bois de Vincennes, expositions et musées, bicyclettes, musique, danse et salons parisiens. Mais également dans l'art avec le courant artistique de l'art nouveau, très coloré, s'inspirant de la nature et souvent accompagné d'arabesques, qui allient parfois aussi plusieurs techniques, comme dans la décoration de façade ou dans les célèbres lampes Tiffany's, et même jusqu'aux bouches de métro imaginées par Guimard. Aujourd'hui, on se rappelle surtout par des affiches publicitaires ou de spectacles. D'ailleurs, en parlant d'art, je vous fais une toute petite parenthèse. Voici comment on imaginait la vie dans les années 2000 à la Belle Époque. Victor Lustig naît donc le 4 janvier 1890 à Ostinė, une petite ville de Bohême au bord de l'Elbe, dans ce qui était à l'époque l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en Tchéquie ou en République tchèque. Il est issu d'une famille bourgeoise et grandit dans un milieu aisé. Sa facilité à apprendre et son intelligence lui ouvrent les portes des meilleures écoles pour sa scolarité. Il parlera jusqu'à 5 langues à la fois. Mais loin de la carrière d'avocat, de médecin ou de haut fonctionnaire qu'il aurait pu suivre, Victor a d'autres ambitions. Devenir riche, très riche. Et au plus vite, en 1909, il part s'installer pour Paris. Au départ pour continuer ses études à l'université, mais découvre les jeux d'argent tels que le poker ou le billard, et devient très adroit pour les jeux de cartes, connaissant tous les tours pour duper ses adversaires. Il passe ses nuits à jouer, troquant ses livres contre des cartes. Bel homme, il plaît aux femmes et écopera d'une jolie cicatrice à vie entre l'œil et l'oreille gauche, de la part d'un mari jaloux, pour l'attention trop insistante qu'il portait à sa femme. L'idée lui vient de vider les poches bien remplies des riches clients voyageant à bord des paquebots transatlantiques. Pendant les longues traversées, pour se distraire, les hommes riches dans les salons et fumoirs, entre 2 cigares, jouent aux cartes. C'est l'opportunité parfaite pour Victor de s'enrichir. Évidemment, il n'est pas le seul à avoir flairé la bonne affaire. Il fait la connaissance de plusieurs d'entre eux, auprès desquels il va se perfectionner, et notamment Nick Ehrenstein, un joueur professionnel. Il va se perfectionner dans ses techniques d'approche, de manipulation et à repérer un bon pigeon au premier regard. Son intelligence et sa vivacité d'esprit vont faire de lui un fin psychologue qui lui permettra de mieux manipuler ses victimes. Mais encore plus, il va apprendre un des fondements de l'arnaque, mettre en porte-à-faux le client pour qu'il se sente trop ridicule pour porter plainte, ou alors qu'il ait lui aussi fait quelque chose de répréhensible lors de l'arnaque et risquerait lui aussi des poursuites judiciaires s'il venait à dénoncer. Grâce à ses petits tours de cartes dans les salons et les fumoirs des paquebots entre l'Europe et les États-Unis, Victor gagne confortablement sa vie, faisant de lui un arnaqueur sûr de lui désormais. Cette belle vie aurait pu durer encore un petit moment, mais la Première Guerre mondiale arrête tout net cette carrière, d'une part par le risque pour les bateaux d'être coulés en mer par des ennemis, et d'autre part parce que les paquebots étaient réquisitionnés pour le combat ou pour être transformés en navires hôpital. Victor se voit donc obligé de changer de carrière et il décide de s'installer aux États-Unis, loin de l'Europe et des combats. Mais il va profiter de la situation pour monter une nouvelle arnaque.
C'est dans une petite ville du Kansas qu'il décide de s'installer en tant que comte Lustig, aristocrate hongrois qui a fui le vieux continent avec famille et fortune. Personnage fort crédible au vu de la situation européenne. Il se présente au guichet d'une banque locale pour se porter acquéreur d'une ferme des environs, avançant le fait qu'il veut recommencer sa vie en Amérique et vivre de l'agriculture. C'est une aubaine pour le banquier Tormund Green, car la ferme en question, saisie après un défaut de paiement, n'intéresse personne dans le coin et en plus elle n'est pas en très bon état. Après une visite rapide des lieux, où le comte Lustig apparaît peu intéressé, voire blasé, il propose d'acheter la ferme pour 25 000 $, soit plus de la moitié de la valeur réelle du bien en question. Le banquier saute sur l'occasion et la signature de l'acte de vente ainsi que le paiement sont prévus pour le lendemain. Le comte Lustig arrive donc à la banque chargé de 2 gros paquets sous les bras. Il explique au banquier que le premier contient 25 000 $ en obligations pour le paiement de la ferme, et l'autre contient 10 000 $ en obligations qu'il souhaite changer en argent liquide afin de faire vivre sa famille en attendant que la ferme soit rentable. Le banquier ne se pose pas de questions et ne vérifie pas plus que ça les obligations, ne voulant pas vexer son client et trop heureux de faire une bonne affaire, et fait verser dans la foulée les 10 000 $ au compte. Évidemment, lorsqu'il se rend compte que les bons sont des faux, Victor Lustig est déjà loin. Le banquier engage alors des détectives privés pour le retrouver et l'arrêter. Quand les détectives finissent par lui mettre la main dessus, Victor passe un accord avec la banque. Il leur fait comprendre que s'il est arrêté et qu'il y a procès, il sera de notoriété publique que le banquier est incompétent et risque de perdre la confiance de ses clients et donc de faire faillite. Il obtiendra même 1 000 $ en compensation de son arrestation et pour son silence. Son audace frise le génie. Par la suite, il vivra d'arnaques aux courses de chevaux assez connues. Il se balade sur les champs de course et repère les clients prêts à miser gros, mais qui perdent leur pari fréquemment. Il se présente comme quelqu'un prêt à les aider, puisqu'il a des tuyaux d'une personne travaillant pour un bookmaker. Il précise alors aux clients que pour ne pas éveiller les soupçons, il faut parier de petites sommes. Et une fois la conscience acquise par tous les paris gagnés, il dit à son client qu'il ne pourra plus parier car pour une raison ou une autre, la personne qui lui fournit les tuyaux doit déménager loin. Alors il propose un dernier pari avec une somme importante, et Victor disparaît avec l'argent. Il se lance ensuite dans l'arnaque de la machine à dupliquer des billets. Le principe est simple, on montre une boîte au client contenant un système mécanique complexe, et si l'on y introduit un billet de banque, on peut le dupliquer et en obtenir une copie conforme. Il suffit d'y ajouter une solution chimique élaborée, connue seulement par l'arnaqueur, pour finaliser le procédé. Pour appâter le client définitivement, on lui propose une démonstration, et comme l'opération prend du temps, on revient quelques heures plus tard, et on y trouve un billet parfaitement identique au premier, qui a été préalablement placé par l'arnaqueur, dont on fera vérifier la validité dans une banque. Victor vend alors la machine à dupliquer pour une forte somme d'argent et prend la fuite avant que le pigeon ne se rende compte de la supercherie. On raconte même qu'il aurait vendu une de ces machines au fameux Al Capone. Mais rattrapé par les sbires du mafieux, il la rachètera par la suite au même prix, prétextant une erreur technique. Peut-être s'était-il rendu compte de l'erreur monumentale qu'il faisait en voulant arnaquer le célèbre mafieux. C'est sûrement pour échapper à Al Capone qu'il est de retour en 1925 à Paris. Il y mène la grande vie des années folles d'entre-deux-guerres, grâce à l'argent gagné lors de ses escroqueries aux États-Unis. Mais n'ayant aucune entrée d'argent, son pactole s'évanouit vite. Et s'il veut garder sa suite à l'hôtel Crillon sur la place de la Concorde, il va falloir qu'il se remette au travail. C'est en lisant le journal que sa plus grande idée lui vient. Il y a un article sur la Tour Eiffel qui a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et qui est tellement cher à entretenir que la mairie de Paris, devenue propriétaire du monument en 1910, se demande s'il ne vaudrait pas mieux la vendre. En effet, malgré les tentatives de Gustave Eiffel de la rendre indispensable, les touristes sont peu nombreux. De plus, elle a besoin d'une sérieuse rénovation. Seul son rôle militaire comme tour de communication pendant la guerre l'a sauvée jusque-là. Pour paraître crédible, il envoie des invitations sur du papier en tête de la mairie de Paris à 5 des plus gros ferrailleurs de la région. Les convient à une réunion d'information dans un des salons de l'hôtel Crillon. En avril 1925, les 5 ferrailleurs répondent à l'appel et patientent dans le salon du Crillon, impressionnés par les lieux et attendant l'arrivée de leur hôte. Victor Lustig, se faisant passer pour un haut fonctionnaire, représentant du ministère des PTT, leur explique sur un ton solennel que la ville de Paris a décidé de vendre la Tour Eiffel, puisqu'il est de notoriété publique que c'est un désastre financier. Il insiste sur l'importance de l'événement et que le président en personne, Gaston Doumergue, l'a mandaté pour que la transaction se fasse en toute discrétion.
Et pour achever le tableau, il emmène les ferrailleurs en limousine jusqu'à la Tour Eiffel et grâce à une fausse carte d'accès aux couleurs de la France, se fait ouvrir les portes sans faire la queue et les mène jusqu'au 3e étage de la tour pour finir de les subjuguer par la vue. Le but étant d'entériner sa légitimité et de leur faire visiter l'objet de la vente. Il prend alors congé de ses invités, leur demandant de leur adresser une offre chiffrée s'ils sont intéressés. Mais Victor a déjà repéré parmi les 5 ferrailleurs son pigeon, Monsieur Poisson, jeune entrepreneur de province, doté d'un complexe d'infériorité et voulant briller sur la place parisienne. Dès qu'il reçoit l'offre de Monsieur Poisson, il organise un rendez-vous en tête-à-tête avec le ferrailleur à l'hôtel Crillon. Mais Victor sent que l'homme n'est plus aussi intéressé qu'au départ. En effet, sa femme très suspicieuse a réussi à le faire douter de cette offre miraculeuse. Il déploie alors tous ses talents de manipulateur. Victor lui explique alors que son offre fait partie des meilleures qu'il a reçues et qu'en plus il s'est pris d'affection pour lui et qu'il veut qu'il remporte le marché. Il peut donc lui assurer de remporter l'offre contre une petite commission, car en tant que fonctionnaire et n'ayant pas un grand salaire, ça l'aiderait à boucler ses fins de mois. Monsieur Poisson, habitué au marché public, sait que les pots de vin sont une pratique courante et est rassuré par l'assurance de son interlocuteur. Imaginant déjà la revente des 7300 tonnes d'acier de la Tour Eiffel qui va redorer l'image de son entreprise, Monsieur Poisson sort son chéquier afin de régler la commission du soi-disant fonctionnaire. Le montant reste inconnu, mais nul doute que la somme a dû être importante au vu de l'objet de la vente. À peine a-t-il encaissé le chèque que notre arnaqueur de génie est déjà en route pour Vienne. Quelques jours plus tard, Monsieur Poisson prend contact avec la mairie de Paris afin de prendre possession de son bien et comprend à quel point il a été crédule. Il ne porte pas plainte, préférant perdre de l'argent que devenir la risée de toute la France. Victor recommencera son arnaque une deuxième fois un mois plus tard, mais le pigeon portera plainte. Avec sa chance insolente, il aura le temps de disparaître aux États-Unis avant que la police ne se mette sur ses traces. Il est possible que Victor Lustig se soit inspiré de l'Écossais Arthur Ferguson, qui en 1923 avait réussi à vendre la statue de l'amiral Nelson de Trafalgar Square, Big Ben, le palais de Buckingham, et avait même réussi à louer la Maison Blanche. Cette arnaque, qui sera le plus gros coup de poker de sa vie, marquera aussi son apogée. Jusque-là, il avait réussi à échapper à la police et à la prison, mais plus pour longtemps. Aux États-Unis, il commence une carrière de faux monnayeur qui le conduit à la prison de Ramsey County dans l'Oklahoma. Il arrive à négocier sa liberté avec le shérif Richard en lui donnant une de ses machines à dupliquer les billets à un prix avantageux. Quand le shérif comprend que la machine ne sert à rien, il part à la poursuite de Victor et le retrouve à Chicago. Avec son audace légendaire, Victor l'endort avec un charabia technique, lui assurant qu'il n'avait pas su utiliser la machine et le dédommageant même avec une somme d'argent. Le shérif se fait arrêter peu de temps après, en possession des billets de Victor, faux évidemment. Mais en 1934, Victor se fait arrêter pour avoir été en contact avec William Wallace, un pharmacien connu pour fabriquer de la fausse monnaie et qui était dans le trafic d'alcool pendant la Prohibition. Les autorités, et en particulier les services secrets, étant devenus implacables face à ce trafic, ne le croient pas quand il affirme certes connaître le pharmacien et est au courant de son trafic, mais n'y participer d'aucune manière. Les policiers retrouvent d'ailleurs parmi ses effets personnels une clé qui donne accès à une consigne à Times Square où l'on trouve des faux billets pour une valeur d'environ 50 000 $ et des plaques d'impression pour les fabriquer. Il est incarcéré en attendant son procès et grâce à son intelligence trouve un moyen de s'évader. Il se rend compte que les personnes chargées de changer les draps de sa cellule lui demandent à chaque fois le nombre d'occupants et ne vérifient pas le nombre de draps qu'il récupère pour les laver. Du coup, il ajoute à chaque fois une personne supplémentaire et avec les draps récupérés, fabrique une corde assez résistante pour supporter son poids et l'utilise pour s'échapper à la veille de son procès. Il profitera à peine de sa liberté retrouvée, tout juste un mois avant d'être reconduit en prison où il devra effectuer une peine de 15 ans de prison auquel s'ajoute 5 ans pour son évasion. En 1935, on l'envoie cette fois à Alcatraz pour prévenir toute idée de nouvelle évasion. Il meurt le 11 mars 1947 des suites d'une pneumonie au centre médical pour prisonniers fédéraux des États-Unis de Springfield, au Missouri, dans lequel il avait été transporté au vu de son état de santé. Il avait tout juste 57 ans. Sur son certificat de décès, l'employé de la prison se trompe et à la ligne profession, il écrit « vendeur ». Jolie ironie. On raconte que pendant son séjour à Alcatraz, Victor aurait affiché une carte postale de la Tour Eiffel sur un des murs de sa cellule, derrière lesquels il aurait écrit « Vendu 100 000 francs ». Une belle provocation si l'anecdote est vraie. Ce qui est sûr, c'est que tout au long de sa vie, Victor Lustig aura fait de l'adage « plus c'est gros, plus ça passe » une réalité.
Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi les péripéties d'un des plus géniaux arnaqueurs de son époque. Et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.